Comment ils vont? J'ai envie de vous parler de quelqu'un dans cette vidéo. D'un personnage que vous connaissez absolument tous et qui fait un peu la pluie et le beau temps en Formule 1. En tout cas, il a une grande influence. Cette saison, il aura aussi un gros impact sur votre morale en fonction de l'équipe que vous supportez. Vu le succès qu'il a d'ailleurs, il y a moyen qu'il vous mette très bien ou très mal. Je suis sûr que tout le monde ici a un avis sur lui, bon ou mauvais. Vous me direz en commentaire. Mesdames et messieurs, vous le savez parce que vous l'avez lu dans le titre. Dans cette vidéo, nous évoquons le cas Christian Horner. Sa vie, son œuvre, comment il en est arrivé là où il est, on va tout voir ensemble. D'ailleurs, vous allez voir que ça n'a pas toujours été facile, surtout au début. Allez, on en parle. Les gars, vous êtes encore 40% à regarder les vidéos sans être abonnés, et ça, c'est pas cool. L'alcool, c'est pas cool! Tu connais la musique, bouton rouge, clochette, pouce bleu, un gros merci. Parlons un peu des débuts de Christian. Il est né à Leamington Spa en Angleterre en 1973, il est donc dans l'année de sa cinquantaine. Il fait partie d'une famille active dans l'automobile. Son grand-père était au départ acheteur dans le milieu, puis a créé une agence avec le père d'Horner pour vendre des composants à des motoristes. Christian Horner va commencer par le karting, puis se lancer en monoplace après avoir reçu une bourse Formule Renault en 1991. L'année suivante, il se lance en championnat de Formule Renault britannique, remporte le titre et est élu rookie de l'année. Pour le moment, ça se passe bien, non? Ça ne va pas durer. En 1994, il intègre le championnat de F3 britannique, au sein duquel il courra pendant 4 saisons. Ses résultats vont être compliqués. Sur cette période, il va courir pour 4 équipes, gagner quelques courses, mais ne va jamais complètement briller. A noter qu'il courra aussi en F2 britannique en 1996, championnat dans lequel ça ne fonctionnera pas non plus extrêmement bien. En fait, le jeune Christian Horner commence à se demander si le métier de pilote est fait pour lui. En 1997, il rejoint la Formule 3000 et fait son premier move entrepreneurial en montant sa propre structure, l'écurie Arden. Pour ce faire, il va emprunter de l'argent à la banque et à son père qui va lui faire un prêt, et va persuader son ancien boss de F3, Rolly Vincini, de devenir son ingénieur de course. Il va se débrouiller pour acheter du matériel de course comme cette fameuse remorque qu'il achète à un de ses rivaux de l'époque sur la grille de Formule 3000, le manager de la Red Bull Academy. Vous l'aurez compris, il s'agit d'Helmut Marko. Sacrée histoire ça aussi. Mais c'est pas fini. C'est en 1998 que Christian Horner va avoir une révélation. Pendant un test sur le circuit d'Estoril, en suivant Juan Pablo Montoya sur le circuit qui court à l'époque dans la même catégorie, il va réaliser, je cite, qu'il n'est pas en mesure de reproduire le niveau d'engagement du pilote colombien à haute vitesse. À la fin de cette saison-là, il décide d'arrêter de piloter et de se concentrer à 100% sur le développement de l'écurie Arden. Pour info, à cette époque-là, Christian Horner a 25 ans. En 1999, la nouvelle vie de Christian Horner commence, il devient team principal à temps plein. À l'approche de cette saison, il a 2 nouvelles recrues, Victor Masloff et Marc Goussens. Vous allez le voir, ce recrutement n'a rien d'anodin. Et oui, parce qu'un investissement massif va arriver dans l'équipe Arden qui va vendre 50% de ses parts. C'est l'entreprise ProDrive qui va s'engager avec eux pour le compte du groupe Lukoil, dont le patron est le père de Masloff. Cet investissement est censé booster l'écurie, mais ça ne va pas durer. Les résultats ne sont pas bons, ProDrive se retire et Horner rachète les parts. Il décide alors de recruter Darren Minnings à la place de Goussens en 2000. L'écurie signe une pole et 2 podiums avec lui. Le succès commence à arriver. C'est la saison 2002 qui va tout changer. Avec une toute nouvelle paire de pilotes, l'écurie va glaner les 2 titres de Formule 3000, perdant le titre pilote sur tapis vert pour un contrôle antidopage non validé. Pour l'anecdote, c'est Sébastien Bourdet qui récupérera le trophée. Pareil en 2004 avec Vitantonio Liuzzi que vous connaissez peut-être, le pilote italien qui avait d'ailleurs été présenté à Horner par son manager, un certain Helmut Marko. Et oui, Liuzzi faisait partie de l'académie Red Bull. Vous l'aurez compris, ça roule pour Christian dans cette catégorie. Du coup, en 2004, avec ce succès, il cherche à accéder à la F1. Il y a des discussions avec Eddie Jordan pour racheter l'équipe Jaguar, mais le deal tombe à l'eau. En novembre 2004, l'entreprise Red Bull rachète l'écurie Jaguar Racing justement, et c'est en janvier 2005 qu'Horner est annoncé chez eux en tant que team principal, le plus jeune de l'histoire. Là, on passe à un autre challenge. Imaginez, une nouvelle équipe de F1 qui découvre le milieu, avec un team principal de 31 ans. Je pense que vous voyez où je veux en venir. Et oui, à ce moment-là de sa carrière, le jeune Christian Horner a tout approuvé, tout comme l'écurie Red Bull. Ajoutez à ça le fait que son annonce est faite seulement 8 semaines avant le début de saison, et vous avez tous les ingrédients pour un très gros flop. Pas avec Christian. Lors de la première course en Australie, les pilotes vont finir 4 et 7, pour le plus grand bonheur de leur patron. L'équipe terminera sa première année avec 34 points, ce qui est très positif. Pour info, à l'époque, le barème n'est pas le même qu'aujourd'hui. 34 unités, ça fait 25 de plus que Jaguar en 2004. On est donc très content chez les Bleus. En 2006, Horner entame sa 2e saison avec Red Bull, et c'est vraiment là qu'on va le découvrir. Dans un premier temps, on réalise avec stupeur à l'époque qu'il est parvenu à débaucher l'un des plus grands ingénieurs du plateau, Adrian Newey. Je vous parle de ce génie plus en détail dans cette vidéo. Cette année-là, les voitures ont troqué leur moteur Cosworth pour des Ferrari, ce qui ne va pas forcément leur réussir. Ils souffrent de surchauffe et manque de fiabilité, ce qui n'empêchera pas Red Bull de signer le premier podium de son histoire à Monaco. Et oui, c'est Monsieur Coulthard qui s'y colle, et qui va peut-être nous offrir la meilleure image qu'on puisse trouver d'Horner. Vous connaissez la tradition, quand on fait un résultat à Monaco, on saute dans la piscine Red Bull, et bien c'est lui qui l'a instauré.
Le truc c'est qu'il avait fait un pari et que s'il y avait podium, il devait sauter. Tout nu. D'où la cape de Superman prêtée par Coulthard lui-même. Voilà pour la petite histoire. 2006, souvenez-vous-en. 2007 va être une saison compliquée aussi, mais elle aura son importance. Parce que non seulement Mark Webber va les rejoindre, mais surtout ils vont monter des moteurs Renault, ce qui est significatif pour la suite. Vous allez vite comprendre pourquoi. 2008 ne marquera pas les esprits chez Red Bull. La voiture ne fonctionne pas et même la Toro Rosso est plus rapide, à tel point qu'elle gagnera un Grand Prix à Monza en 2008. En fait, c'est la saison 2009 qui va tout changer. Le changement de réglementation redistribue les cartes et les nouvelles normes aéro vont propulser deux équipes au top, Brown GP anciennement Honda et Red Bull Racing. La voiture d'Adrian Newey est un petit chef-d'œuvre, Vettel et Red Bull finissent P2 au championnat. Et il y a un point important ici, c'est qu'à cette époque, Christian Horner est toujours un peu dans l'ombre. Par exemple, en 2009, on parle plus de la voiture de Newey que de lui, alors que c'est lui qui construit l'équipe depuis plusieurs saisons. Mais ça va changer pendant la saison suivante. En 2010, la voiture marche du feu de Dieu aussi, elle est même au-dessus des autres malgré un manque de fiabilité, et c'est là que Christian va se révéler. Vettel et Webber ne s'entendent pas, ils s'accrochent sur et en dehors de la piste, et il est le seul à pouvoir gérer cette situation. Il le fait d'ailleurs d'une manière qu'on connaît bien, en misant sur l'un des deux pilotes. Il va très vite choisir Vettel et ne changera jamais son fusil d'épaule tant que Webber est son coéquipier. Cette politique lui permettra de gagner 4 championnats de suite chez les pilotes et chez les constructeurs, au nez et à la barbe de ses concurrents, et surtout de Fernando et de Ferrari. Perso, il m'a pas mal fait souffrir aussi. Malheureusement pour eux, les choses vont changer en 2014 puisque la nouvelle réglementation moteur va les faire rentrer dans le rang. Adrian Newey aura moins d'impact sur les voitures et Red Bull va moins briller pendant cette saison, même si elle ne sera jamais loin du podium et gagnera des courses chaque année sauf en 2015. D'ailleurs, cette saison-là, un jeune pilote du nom de Max Verstappen fait son entrée en catégorie reine chez Toro Rosso, et c'est à partir de là que la deuxième partie de l'histoire s'écrit. En 2016, Horner et Marco font grimper Max chez Red Bull, et l'histoire de ce que nous vivons en 2023 va commencer à s'écrire. Et oui, Horner en 2005, Newey en 2006, Verstappen en 2016 et Honda en 2019 font que depuis 2021, Red Bull est un véritable aspirateur à trophées. Ce qu'il faut voir, c'est que Christian Horner a participé à la création d'un empire sportif avec Red Bull depuis son arrivée. Son duo emblématique avec Helmut Marko a permis de monter un projet inouï, basé sur une académie de jeunes pilotes qui est l'une des plus efficaces, même si elle a récemment connu des coups d'arrêt. Si on regarde sa trajectoire, on se rend compte qu'il est le parfait bâtisseur que cherchait Dietrich Mateschitz au début des années 2000. Christian Horner chez Red Bull, c'est 19 saisons, 6 titres de champion du monde constructeur et 7 titres pilote. Ne vous y trompez pas, on parle bien d'un monstre de l'histoire de ce sport. Christian Horner est un personnage qui va parfaitement avec la marque Red Bull, car c'est un personnage clivant. Je suis sûr que certains d'entre vous l'adorent et que d'autres le détestent. Perso, jusqu'à récemment, je faisais partie de la deuxième catégorie. Et oui, parce qu'Horner, c'est un mec qui n'hésite pas à être dur, on le sent très habile, et je sais pas vous, mais moi j'ai jamais trop été dans la confiance avec lui. Après, je pense qu'il est parfait pour son job, parce que quand t'es team principal, ce que je viens de vous énoncer, ça peut être des qualités. En fait, il est hyper dur et parfois très froid, ce qui fait qu'on peut ne pas l'aimer. D'ailleurs, je pense qu'il en impose aux pilotes, champion du monde ou pas. Rappelez-vous de ce qu'on a vu au moment où Pierre Gasly était chez lui, ça faisait froid dans le dos parfois. Parce qu'il est sympa, tu vois, mais tu sens qu'il te met une pilule pour te faire passer le message. D'ailleurs, vous l'aurez remarqué, mais dans son management, il y a toujours une préférence. Alors elle est partiellement cachée, mais il y a toujours un pilote qui est mis en avant. Si on regarde de plus près, c'est toujours le plus jeune des deux d'ailleurs. Regardez. Vettel Weber, Vettel le préféré. Ricciardo Vettel, Ricciardo. Ricciardo Verstappen, Verstappen le préféré. Verstappen Perez, Perez. Pas du tout. Bon, c'est aussi le plus fort si vous regardez, hein. Évidemment. Le cas où c'est chaud, c'est quand c'est Vettel Ricciardo. D'ailleurs, je me demande toujours qui fera le coup à Max, mais bon, je sais pas s'il est né. En plus, avec Helmut Marko, ils sont spécialistes de la déclat choc, du move imprévu. Ils l'ont fait à plusieurs reprises. Je vous refais la petite liste. Verstappen Fiat, Gasly Albon, De Vries Ricciardo. Ils sont les seuls à faire ce genre de choses, le style sans état d'âme, on peut aussi dire pragmatique. Il est rare que les résultats déçoivent, vous noterez. Autre point intéressant sur la carrière d'Horner et sur sa personnalité, c'est Netflix. Avant on le voyait pas mal, mais alors depuis qu'il a été oscarisé, c'est quelque chose. Il est l'un des personnages qu'on voit le plus, et j'ai l'impression que ça le fait kiffer. Du coup il est très présent, et la saison 2021 a aussi son rôle dans l'histoire. Entre les radios tout au long de la saison, cette finale à Abu Dhabi, et les conférences de presse avec Toto, un monstre a été créé. Change your fucking car. Vous voyez de quoi je parle. Donc oui, Horner est un personnage contrasté, clivant, mais c'est ce qui fait son succès. Malgré ça, il arrive toujours à jouer le good cop dans sa relation avec Marko, il a toujours les bons mots pour les pilotes, même s'il en pense pas moins, et faut dire que ça fonctionne parfaitement. En vrai, c'est un mec qui a les épaules de ouf, il a un taf compliqué, et pour ça, il mérite le respect. Faire ça à ce niveau-là pendant aussi longtemps en plus, je peux vous dire qu'il faut être solide. Donc voilà, vous connaissez l'histoire de Christian Horner, je vous laisse me dire ce que vous pensez de lui en commentaire. Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu, laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de Monsieur Horner. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues, dites-moi tout, et on s'abonne. Allez, ciao!